y a 3 ans que le salon de livres, le foie de livres que nous avons connu il y a quelques années. Ici, on a toujours l'impression d'être dans une sauna parce que le bois était frais à l'époque. Et toujours, je dois dire, l'architecture, j'adore. Donc, soyez les bienvenus. C'est une discussion assez intéressante. Et je dois dire, seulement 50 minutes pour nous, pour parler de l'histoire et de l'identité avec 3 protagonistes haut de gamme. Leila Slimani, soyez la bienvenue. Olivier Guès et Florian Illies. Soyez les bienvenus ici à Francfort. Et comme en littérature, nous avons aussi les gens qui nous aident pour que les mots soient transportés vers le monde. Nous avons une interprète, Sabine Hartmann. Merci. J'avais hâte de modérer cette ronde parce que pour la préparation, c'était pas facile. Nous avons 3 êtres humains qui ont beaucoup fait, qui ont beaucoup vécu, qui ont écrit des livres assez intenses, des livres géniaux, et parler de l'histoire et de l'identité. Bon, il faut vraiment réfléchir, qu'est-ce que je vais leur parler, qu'est-ce que je vais leur demander. Il faut toujours réfléchir ce qu'on fait, ce qu'on parle. Dans les 2 tomes de la trilogie Le Pays des Autres, Leila Slimani parle de l'histoire de sa famille. C'est une inspiration pour raconter l'histoire du Maroc et sa connexion avec la France. Florian Illies a un roman où l'on parle de la situation de l'échange intellectuel à travers les frontières durant un temps difficile dans son livre 1913 et L'amour dans un temps de laine. Et il m'a raconté, est-ce que je peux raconter ce que tu fais en ce moment? L'intérieur de l'âme allemande, je ne sais pas ce que ça veut être, mais on va voir dans ce livre. Ce sera notre sujet aujourd'hui aussi. Olivier Guès se demande toujours, qu'est-ce que c'est une identité culturelle européenne? Ça se reflète aussi dans les catastrophes au monde des dernières décennies, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah Holocaust. Il a écrit sur Fritz Bauer et aussi sur Josef Mengele. Il y a donc des questions sur l'identité et à quel point est-ce que l'identité nous marque. Il y a toujours des gens qui ont vraiment eu des prix littéraires. J'aimerais bien vous parler, commencer à entamer notre histoire, notre discussion. On se tutoie, nous nous connaissons, nous nous sommes déjà rencontrés. Leila, lesquels sont les aspects, lesquelles sont les choses qui sont importantes pour toi, pour ta biographie, pour ta vie? Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui a marqué ton identité, Leila? Bonjour à tous. Je crois que ce qui a le plus marqué mon identité, c'est ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu, les films que j'ai vus, ce sont ces grandes émotions-là qui m'ont le plus marqué. Quand j'étais petite, assez jeune, j'ai commencé à lire de la littérature russe vers l'âge de 11 ou 12 ans. Et pendant plusieurs années, j'ai été vraiment persuadée que j'étais russe. Je vivais au Maroc, à Rabat, et j'avais décidé de m'habiller à la russe, de manger des cornichons et des oignons crus, parce que dans les romans de Dostoïevski, ils passent leur temps à manger des oignons. Et je voulais absolument vivre comme ça. J'avais un grand manteau que ma mère m'avait acheté, et même quand il faisait très chaud au Maroc, je voulais le porter, parce que je portais cette espèce d'âme russe. Et puis plus tard, il y a eu les lectures du sud des États-Unis, il y a eu Faulkner, Carson McCullers, Flannery O'Connor, il y a eu l'Amérique latine. Donc ce sont ces lectures qui m'ont beaucoup donné mon identité ou qui m'ont permis de m'inventer telle que je voulais être. Mes parents ne m'ont pas donné une éducation identitaire ou nationaliste, ne m'ont jamais transmis une appartenance particulière à un pays. Ils m'ont donné la liberté de devenir qui je voulais être, et c'est dans les livres que je l'ai trouvé. Je m'imagine Leila dans son manteau russe, dans ses habits russes, qui se promène. Ça a l'air un peu exotique, mais rétrospectivement, je dois dire,
Très souvent, on peut filtrer quelque chose, trouver un petit détail qui est vraiment un fil rouge des influences qu'on a trouvées. Tout le monde qui est ici a subi des influences. Nous sommes grandis dans la grande liberté. On a vu toutes ces choses, on a lu. Olivier, tu parles un allemand génial, mais aujourd'hui, tu nous parles en français. Olivier, qu'est-ce que tu dirais? Lesquels sont les aspects très importants identitaires pour ton identité? Je pourrais faire un petit peu comme Leïla, mais alors moi, c'était pas la littérature russe. Moi, j'avais décidé assez jeune d'être austro-hongrois. J'avais une passion pour la monarchie danubienne, pour les Habsbourg. Je les ai lus très tôt. En fait, ma mère m'a fait lire bien davantage que les classiques français, très jeune, les classiques de la monarchie des Habsbourg, que ce soit Joseph Roth, Stefan Zweig, Musil, je mentirais, je l'ai lu plus tard, je ne l'ai pas lu à 12 ans. Et surtout, moi, je dirais que c'est la géographie, en fait, puisque moi, j'ai eu la chance de grandir à Strasbourg, donc, qui est une ville de frontières. Donc j'ai baigné naturellement dans 3 cultures. La culture française, la culture allemande, la culture alsacienne aussi, qui est un mélange des deux et encore autre chose. Par ailleurs, moi, mon père vient d'Afrique du Nord. Il est né en Tunisie, il a émigré en France dans les années 60. Donc j'avais cette dimension méditerranéenne. C'est une famille juive aussi, dont les origines de ma mère, enfin la famille, les parents, grands-parents de ma mère venaient soit de Rhénanie, soit justement de l'Empire austro-hongrois. Donc cette étrange géographie, cet étrange mélange ont constitué l'homme ou l'écrivain que je suis devenu par la suite, avec aussi, oui, donc une forte influence de la littérature. Moi, après l'Autriche-Hongrie, c'est l'Amérique latine. J'ai passé beaucoup de temps, donc un mélange, vraiment l'idée du cosmopolitisme. Je pense que je suis né avec. Tu viens de dire méditerranéen, mais pas maghrébin. L'africanité, c'est important pour toi? Un rôle, mais je ne l'ai pas trouvé. Enfin, si. Non, plus que l'africanité, il faudrait qu'on en parle en fait très longuement. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais journaliste, j'ai travaillé dans tout le monde arabe, sauf en Tunisie. Je ne suis jamais allé. Enfin, j'y suis juste allé à 6 ans. Je dirais plutôt le côté méditerranéen. La Tunisie, à l'époque française et jusqu'aux années 60, comme mon père y était vraiment un mélange. Donc il y avait évidemment des Tunisiens, des Arabes, il y avait des Juifs, il y avait des Maltais, il y avait des Français, il y avait des Italiens. Et c'est sans doute le pays le plus méditerranéen de l'Afrique du Nord. Et je pense que ça a beaucoup plus joué que l'africanité, que je cherche encore. En fait. Et Leïla, tu vas en parler dans un instant. D'abord, je voudrais bien demander Florian Illies, l'âme allemande, l'intérieur de l'âme allemande. On parle du méditerranéen et maintenant on parle de l'âme allemande. Lesquelles sont les choses qui t'ont marqué, qui ont créé ton identité avec tout ce que tu fais? Et toi, tu fais beaucoup, tu es très actif. Bon, Dostoïevski, j'ai pas lu assez tôt, assez jeune. Et le Club Méditerranée, des expériences littéraires. Aujourd'hui, nous sommes à Francfort. Et moi, j'ai une identité de la région de la Hesse. Nous sommes dans la région de la Hesse. Tout le monde qui ne vit pas dans la Hesse essaie de trouver l'identité de la Hesse, de la région de la Hesse, autour de Francfort. Pour moi, c'est me promener dans les forêts de hêtres, comme j'ai fait hier, les grands forêts, et l'odeur des pommes qui se trouvent dans l'herbe mouillée, comme j'ai vu hier. Pour moi, je suis très enracinée ici, autour de Francfort, où je suis née, où j'ai vécu pendant 20 ans, et je dois vraiment dire, je ne pouvais pas lire Dostoïevski à l'époque, quand j'étais si jeune. Je me suis intéressée au football, des cartes de football que j'ai échangées avec les copains, des choses comme ça m'ont intéressée à jeune âge. Et la littérature, mais plus tard c'était l'art d'abord, l'histoire de l'art.
L'art, pour moi, c'était toujours une identité européenne dès mes premiers moments, parce que très très tôt, j'ai vu que la peinture du 19e siècle, qui m'a toujours fascinée, ou bien le début du 20e siècle, et je dois dire, les trois peintres les plus grands que l'Europe ait connus sont faits pour moi, Corot, Manet, Matisse. Ce sont les trois plus grands, les plus excellents. Et un jour, je pense que j'ai presque perdu mon identité de la S. Si l'on cherche un peu des critères de qualité, on voit qu'il faut chercher ailleurs et il faut chercher plus grand. Il y a quelque chose de cosmopolite, d'humanitaire, d'universel dans l'histoire, dans l'art, qui nous réunissent tous. Ce qui est très important pour moi, si on devient plus vieux, on trouve d'autres racines dans son identité à soi-même. Par exemple, les dernières années, j'ai travaillé intensément avec le fait que mon père, en 1940, il a combattu contre les Français, et mon père, en 1944, à Monte Cassino, il a battu plusieurs nations. Il y avait une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale à l'époque. Et il y a cette identité, et j'ai appris beaucoup de choses, de la gratitude qu'on peut naître, grandir en Europe, de la manière comme on a pu grandir. Et je vois qu'on a la responsabilité pour notre environnement, pour les générations à venir, pour les rappeler du fait que l'histoire, ça existe. Et l'histoire, c'est un pouvoir central pour notre situation au présent. Merci, mais c'est un appel, c'est quelque chose que tu as appris dans l'histoire de ton famille. Si l'on parle de famille, Leila, je voudrais bien te demander une chose, la famille que l'on a, et l'autre chose, ce qu'on fait de sa famille. Lequel est le rôle de ton histoire de famille dans ton travail d'écrivaine de l'Autriche? Tu as cette trilogie qui est très, très marquée par ta propre famille, par ton propre histoire de famille. Le deuxième tome est paru en Allemagne. L'africanité, ça m'intéresse beaucoup dans ce contexte. L'africanité, lequel est le rôle de l'africanité pour toi, mais aussi pour ta famille? Je trouve ça très intéressant ce que vient de dire Florian. Il parle de la bataille de Monte Cassino. La bataille de Monte Cassino, mon grand-père y était. Mon grand-père marocain qui était dans l'armée coloniale. Et en fait, il y avait beaucoup de Maghrébins, beaucoup de soldats de l'armée coloniale qui ont été envoyés en premier à Monte Cassino pour la partie la plus difficile de la bataille. Et ils sont morts très très nombreux. Et on a utilisé à cette époque des montagnards marocains qui avaient l'habitude de la montagne, qui avaient l'habitude de la guérilla. Et donc mon grand-père a fait aussi partie de cette bataille. Je dis ça pour dire que j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi nous, venant du Maghreb, nous venant d'Afrique, on était toujours perçus par les Européens comme une civilisation autre, comme si nous étions étrangers au destin de l'Europe. Or, depuis très très longtemps, notre destin est lié à celui de l'Europe. Moi, j'habite aujourd'hui au Portugal, à Lisbonne. Lisbonne est une ville qui est en partie une ville arabe dans sa topographie, dans ses paysages, dans la façon dont on décore les murs, dans la langue, dans la nourriture. Si vous allez aujourd'hui à Malte, si vous allez en Sicile, si vous allez même à Venise, la civilisation arabe, et venant, enfin, bien sûr à Grenade en Espagne, venant en tout cas d'Afrique du Nord, est très présente. Et donc moi, je suis finalement issue de cette histoire. Mes parents et ma famille m'ont toujours donné ce sentiment que ces deux continents étaient liés. À l'époque, ils l'ont fait avec un certain optimisme. Mon père, en 1980, a participé à l'époque à une grande réunion qui a eu lieu avec l'Union européenne, à l'époque où on pensait construire un tunnel entre le Maroc et l'Espagne, un peu sur le modèle du tunnel sous la Manche entre la France et l'Angleterre. À cette époque, on pensait qu'il serait possible de construire quelque chose comme une sorte de monde, voilà, méditerranéen uni. Quand on regarde où en sont les choses aujourd'hui, elles sont bien différentes. La Méditerranée est redevenue une frontière. Donc l'histoire de ma famille, elle est un peu à contre-courant, à contre-temps. Mais c'est l'histoire d'une famille qui pense fondamentalement, qui vit fondamentalement le fait qu'il n'y a pas de différence
essentiel entre ce monde-là du sud de la Méditerranée et le monde européen, parce que leurs histoires ont été liées, parce qu'ils se sont connus, ils se sont aimés, ils ont fait des enfants ensemble, ils ont étudié d'un côté ou de l'autre. Et je crois que c'est surtout ça que j'essaye de montrer à travers mon livre, et j'espère que les lecteurs y seront sensibles, c'est que nous ne sommes pas des étrangers irréductibles. Nous faisons partie de l'histoire de l'Europe depuis longtemps, et l'Europe fait partie de notre histoire depuis longtemps. Et si chacun en prenait un peu plus conscience, je crois qu'on pourrait bâtir des choses et des ponts extrêmement intéressants entre nos deux histoires. C'est une belle vision. Quelle belle vision. Je trouve vraiment génial que tu le vois ainsi. Quelle jolie et belle vision. Et ça m'appelait beaucoup que tu le vois comme ça, que tu le soutiens. Et en même temps, l'histoire est une histoire qui est très marquée par le colonialisme. Et je pense aussi qu'une histoire comme l'histoire de ta famille a cette friction entre soi. Tu sens cette friction, cette violente friction. Est-ce qu'il y a des moments où il y a une fracture, les gens, des choses qui font mal, des plaies? Y a-t-il quelque chose? Bien sûr, il y en a beaucoup. Tous les personnages dans mon livre sont déjà fracturés intimement. À l'intérieur d'eux-mêmes, il y a une fêlure, une fracture. Et je crois que tous les gens qui sont un peu dans la situation des membres de cette famille, dans ma situation, sont face à une grande problématique, c'est celle de la loyauté. À qui est-ce que je suis loyale? À quel camp est-ce que j'appartiens? À partir de quel moment j'ai l'impression de trahir une de mes identités? Je vais vous donner une métaphore très simple, une comparaison très simple. Tu parlais de foot tout à l'heure. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le foot. Mon père a travaillé pendant longtemps dans le milieu du foot. Et la grande terreur dans ma famille, c'était les matchs entre la France et le Maroc. Parce que ça provoquait des dissensions et des disputes. Et en même temps, personne n'osait être pour l'un ou pour l'un ou pour l'autre. Donc, bien sûr, ils sont tous très heurtés, ils sont pleins de chagrin. Quand vous êtes en France, vous avez le sentiment qu'on vous ramène tout le temps à votre identité marocaine. C'est souvent mon cas. Quand je suis au Maroc, les gens me disent tout le temps que je suis trop européenne, et puis ils vont dire du mal des Français ou des Européens, et ça va me heurter. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne vivre dans aucun de ces deux pays, mais de vivre dans un pays qui est pile entre les deux, qui est le Portugal, où je suis une étrangère. Et je dois dire que j'ai la chance de pouvoir être heureuse comme étrangère. Ça n'est pas donné à tout le monde, mais moi j'aime la vie d'étrangère, j'aime ne pas appartenir, j'aime même parfois ne pas comprendre la langue dans l'endroit où je suis, parce que ça me permet d'être dans mon espèce de solitude, dans ma bulle, et ça me convient très bien. Lequel est ton club de football préféré ou le pays préféré lorsque tu regardes un peu de football? Lorsqu'on parle d'identité, le football, c'est important, non? Tout le monde sait que j'adore le football, mais en fait, je suis là aussi un grand cosmopolite du football. C'est-à-dire, j'aime le football pour le football. Alors, j'avoue être un supporter du Racing Club de Strasbourg, ce qui n'est pas très glorieux ces jours-ci. Mais bon, j'y suis né, donc il y a une espèce de patriotisme de clocher. Mais sinon, par exemple, lorsqu'il y a un match France-Allemagne ou France-Italie, puisque moi aussi j'ai décidé de m'expatrier et de vivre dans un autre pays encore, qu'est l'Italie, à Rome, j'avoue vraiment le résultat m'importe assez peu. C'est-à-dire si le match est bon, je suis content, et si le meilleur l'emporte, je suis content aussi. Donc vraiment, je ne suis pas un grand patriote au football non plus. J'aime le football pour le football, pour le spectacle, tout ce que ça véhicule et tout ce que ça peut raconter, ou tout ce que ça a pu raconter de l'histoire des villes, des pays, ou aujourd'hui de la mondialisation, en fait. Donc je n'ai pas ces problèmes-là. Sauf pour l'Argentine. Ça, c'est encore une autre histoire. Et l'Uruguay. Mais bon, on va pas... C'est peut-être pas le sujet du jour de parler du football argentin et du football uruguayen. Ça, c'est vrai, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'adore ton attitude relaxée. On parle un peu de ton histoire de la famille. Qu'est-ce qui est intéressant? À quel moment est-ce que c'est intéressant pour toi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Les grandes catastrophes, on en a parlé. Les catastrophes du XXe siècle. Florian Ilias nous dit, il se rappelle toujours
de tout cela lorsqu'il regarde l'histoire de son famille. Je pense pour toi, tu viens d'une famille juive, ashkénaze séphardique, un peu mixte quand même. La Shoah, l'Holocauste, peut-être pour ta famille, joue un autre rôle pour les séphards par rapport aux ashkénazes qui viennent de l'Europe de l'Est. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Ou y a-t-il des moments où ça devient pour toi comme auteur intéressant? Je dirais que les deux côtés de ma famille sont passés entre les gouttes. C'est-à-dire, on n'a jamais été des acteurs de l'histoire. Ce sont des petites gens qui ont réussi à se cacher ou à quitter la Tunisie quand il le fallait dans les années 60, où ça devenait compliqué pour les Juifs de Tunisie, et qui en fait se sont faufilés. Alors, ces histoires-là, je dirais que la chose qui m'a par rapport à tout ce que j'ai pu faire, c'est moi j'ai passé mon enfance chez mes grands-parents maternels. Et donc eux se sont cachés pendant la guerre. C'est une famille qui a été relativement ou même très épargnée par l'Holocauste, par la Shoah. Ils se sont cachés en France et après ils sont partis dans un camp de réfugiés en Suisse. Mais ce qui m'a beaucoup marqué chez eux, c'était d'abord c'était les silences, mais comme beaucoup dans ces familles à ce moment-là. C'était une peur. C'était des gens incroyablement anxieux, en fait. On cachait beaucoup de choses, on ne disait pas grand-chose. Il fallait gratter. Et l'autre chose qui m'a beaucoup frappé, dont j'ai pris conscience avec le temps, c'est combien mes grands-parents maternels, avec qui j'ai vraiment passé toute mon enfance, une grande partie de ma jeunesse, c'est combien, en fait, ils refoulaient leur culture allemande. Mon grand-père, par exemple, était gaulliste, mais mon grand-père est né en 1905 dans le sud de l'Allemagne, et sa langue maternelle, c'était évidemment l'allemand, puisque ses deux parents étaient des germanophones de l'Empire austro-hongrois. Ma grand-mère est née dans une famille franco-allemande, mais elle est née en 1917 en Lorraine, donc en Corse, qui appartenait encore au Reich allemand. Mais ils cachaient ça. Ils étaient gaullistes, mais... par exemple, alors quand je fais des tournées en Allemagne, ça énerve tout le monde, je veux toujours manger allemand. Personne ne veut manger allemand. Et alors on me propose toujours de manger italien, international, chinois. Et moi je déteste, j'adore la cuisine allemande. J'adore la cuisine allemande, je suis le seul Français à aimer la cuisine allemande. Et donc partout où je vais... C'est quoi la cuisine française? C'est un porc ou... C'est ma Madeleine, en fait. C'est là-dessus que j'ai découvert exactement combien ils étaient imprégnés par cette culture allemande. Il y a même d'autres choses dont je vais parler encore par la suite, encore pire que la cuisine allemande. Mais, par exemple, j'étais à Cologne il y a quelques jours, j'ai mangé un Rostbraten. J'ai fait tout le tour de Cologne pour retrouver exactement la recette de ma grand-mère. Mais c'était absolument extraordinaire. Donc, en fait, c'est notamment par la cuisine. Et je me suis rendu compte aussi, j'étais très intrigué quand j'étais enfant, ils regardaient les variétés allemandes, les Schlager. Incroyable. Je voyais mes deux grands-parents, les deux gaullistes, qui étaient là devant la télé allemande, et notamment les variétés bavaroises. Et ils regardaient ça tous les samedis soirs. Au lieu de regarder Champs-Élysées, grande émission des années 80 en France, ils regardaient ces choses-là. Donc, cette espèce de mélange et ces secrets ou ces silences m'ont beaucoup marqué. Et je pense que si je me suis beaucoup tourné, mais pas seulement, puisqu'aujourd'hui je vis en Méditerranée quand même, mais si je me suis beaucoup tourné vers l'espace germanique, donc pas seulement l'Allemagne, vraiment ce grand espace qui va de l'Alsace à Lemberg en Ukraine, à Lviv aujourd'hui, et de la Scandinavie au nord de l'Italie, c'est parce que quelque part j'ai été imprégné, sans qu'on veuille le faire, hein, d'une certaine manière. Personne ne m'a demandé ça, mais j'ai deux sœurs qui ne connaissent absolument rien à ce monde et qui ne veulent rien savoir de ce monde-là. Mais c'est parce que moi j'ai eu une enfance différente des leurs, en fait. Très intéressante. Et maintenant, je voudrais bien raconter un peu de moi-même. Ce n'est pas mon rôle en étant que modératrice, mais je veux quand même parler de moi-même en étant quelqu'un qui est né à Tel Aviv. Moi, j'ai des grands-parents qui viennent de Hildesheim, Berlin et Vienne. Et le contexte que tu nous as raconté, il y a des grands-parents qui sont venus en Palestine, qui ont été réfugiés de Berlin. Et la langue allemande, ils ont gardé comme un bulle et l'ont transporté vers la Palestine, vers l'Israël. Chaque vendredi, ils ont pris un café et gâteau. On a entendu des lieder de Schubert, le Rostbraten. Et ils ont brûlé pour ça. La seule chose qui pouvait les toucher, c'était la littérature germanophone, la musique classique venant de l'Allemagne.
de la région germanophone. Et pour eux, c'était comme un bulle de savon qu'ils ont gardé jusqu'à la fin de leur vie. Ils avaient des difficultés de parler de l'hébreu l'ivrite, et même s'ils ont fait avec un fort accent allemand. Moi, je suis arrivée à Tel Aviv et je me voyais transférée à la ville de Berlin des années 20, qui se trouvait dans un bulle chez mes grands-parents en Palestine, Israël plus tard. Ils ont gardé ça jusqu'à leur mort dans les années 90. Ils ont tout conservé comme dans un bulle. Cher Florian, maintenant je parle en étant que modératrice. La Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, comme tu viens de le dire, et nous le savons parce que tu as écrit là-dessus, c'est très important. Ce sont des vies très importantes dans ta vie. Est-ce que c'est une possibilité? Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est une possibilité de se rappeler, de discuter là-dessus, d'apprécier qu'aujourd'hui, dans ce pays, nous vivons toujours dans un autre monde? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tout cela, cette histoire spécifiquement allemande, est-ce que cela a marqué ton regard sur les choses que tu fais? C'était toujours comme ça, ou est-ce que cette conscience s'est ouverte un jour? J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé. Un jour, s'est réveillé cette conscience. J'ai réalisé un jour que tout le monde pense que c'est normal que l'Europe, entre 1910 et 13, était une Europe spirituelle, l'Europe de Stefan Zweig, le monde de hier, comme il a écrit. C'était un monde spirituel et culturel unique, je pense. Un espace cosmopolite européen, culturel, qu'on a perdu. Et cette perte, on n'apprécie pas cette perte. On pense que quelqu'un comme Rainer Maria Rilke, il vit à Berlin, il vit à Paris, il vit à Dresden, à Vienne. C'était normal. Rilke travaille avec Rodin. C'était normal, tout à fait normal. Et la seule chose qui les connectait, c'était la culture, la chose la plus jolie, la plus belle, mais la plus difficile. Et les frontières nationales n'importaient plus parce que la culture, c'était la chose qui les connectait. C'était le temps d'or pour notre culture en Europe, je pense, personnellement. Et la vie moderne était possible. Malevich, Dujon, qui fait son premier ready-make. Malevich peint tout en noir. Et tout cela est possible en même temps. Bien qu'il y a l'empereur en Autriche depuis 48 ans, je pense que c'est un moment unique où on a quelque chose qui se passe en même temps et qui ne se passe en même temps. Il y a beaucoup de textes de ce temps-là. On dit « génial, il n'y aura jamais plus de guerre ». La culture, il y a autant de connexions et interconnectivité. Le monde économique global est si bien connecté. Et d'un jour à l'autre, en 1940, en 1914, il y a la Première Guerre mondiale qui s'éclate et on ne peut pas le croire que ça se répète 20 ans plus tard. Dans les années 20 ou dans les années 30, on était à nouveau dans cette situation. On parle de l'Allemagne et de la France. Tucholsky, Walter Benjamin, Berlin-Paris, c'était un grand axe, Berlin-Paris. Et encore une fois, c'était normal qu'on était ensemble. Tout le monde avait le désir d'être à Paris. Pour les Français, c'est moins désirant d'être à Berlin, mais quand même Paris, c'est la ville que l'on désire d'être. Et les choses se passent et on dit, bon, voilà, il y a des petites ruptures, les fractures. Mon livre, Liebe in den Zeiten des Hasses, j'écris sur Sartre et Simone Beauvoir, le livre L'amour en temps de haine. Et on attend dans leurs livres, dans leur journal, Sartre est choqué. Il y a partout croisés et on dit ils vont sans souci Potsdam, ils visitent, ils adorent un peu la bonne cuisine allemande à Berlin et puis ils sont de retour à Paris, mais ils ne voient pas cette capacité qu'ils ne voyaient pas au moment où ils sont dans un autre pays, on les transfère dans un autre pays. Ils perdent leur sensibilité pour tout ce qui se passe dans la politique d'un autre pays. Et c'est un peu irritant de notre point de vue d'aujourd'hui. C'est important d'en parler. Il faut toujours le voir. Il faut voir ce qui se passe. Il faut voir que tout est très fragile. Tout ce que nous avons, c'est fragile. Encore une fois, c'est un point très important pour moi. L'Ukraine.
Et moi, je m'ajoute aussi, avant février de cette année, personne en Allemagne ne savait exactement où se trouve la frontière de l'Ukraine. On ne savait pas combien de gens vivent en Ukraine. Et l'Ukraine, en étant que pays européen, en Europe, on n'aurait pas vraiment dit en Allemagne, l'Ukraine, c'est un pays européen. Et voir ce contexte européen, l'Ukraine, dans son identité européenne, de croire que l'Ukraine est un pays européen. C'est une force tragique au moment où ce pays a tant de problèmes, est agressé, est en danger. Mais l'histoire européenne, pour nous, c'est vraiment un sujet on ne s'occupe pas assez de la stabilité, le pacte de stabilité. Qui est-ce qui fait quoi à Bruxelles? Qui est toujours la table de discussion? Qui parle des critères de stabilité en Europe? Les critères de stabilité dans notre culture, il faudrait en parler. Il faut les regarder de plus près, voir ce qui se passe au XXe siècle. Et on veut créer un avenir là-dessus. Olivier? Je voulais rajouter quelque chose, puisqu'on parle tous d'identité, où Leïla parlait justement de conflits identitaires entre est-ce qu'il faudrait être ci ou il faudrait être ça, ou plus ou moins, quand on est justement le fruit de différents puzzles. Et Floriane et moi avons évoqué la question cosmopolite. Je pense que l'immense chance de cette aventure européenne, au-delà même de l'Union européenne, l'idée d'Europe, en fait, c'est que imaginons que l'Europe soit une grande armoire. Et en fait, dans cette grande armoire, on peut tout ranger. On peut mettre un peu de tout. On peut mettre un peu de Maroc, un peu d'Alsace, un peu de France, un peu de Portugal, un peu d'Allemagne, un peu de tout ce qu'on veut. Et les choses ne se combattent pas dans cette grande armoire. Elles s'ordonnent et à un moment, un tiroir est plus important que l'autre. Et à la rigueur, peu importe. Et au fond, de plus en plus, nous sommes tous faits comme des grandes armoires, avec tous ces différents tiroirs et tous ces différents rayons. Et c'est la chance immense qu'on a, c'est que ça permet, d'une certaine façon, ça permet d'aller au-delà de ces clivages qui sont tout à fait artificiels. Et l'époque voudrait on devrait choisir un tiroir. Leïla devrait être française, devrait être marocaine, moi je devrais être je ne sais pas quoi, ou Floriane peut-être un petit peu moins, mais tous les gens qui sont justement issus de mélanges très différents, aujourd'hui, il faudrait simplement avoir une seule identité. Ce qui est vraiment, à mon avis, l'un des grands drames de notre époque. Alors qu'on est dans une époque totalement cosmopolite, totalement mondialisée, il faudrait faire le contraire de là où nous porte l'histoire. Et l'Europe est cette chance immense, en fait. Ja. Leïla, en même temps, nous avons beaucoup de gens ici qui ne veulent pas de ce qu'on parle. Vous parlez de ça comme une chose qui est normale. Je viens de lire Robert Menas, qui a parlé de cette dialectique, qui nous parle de tout cela dans l'extension qui est précisément décrite. Il y a des pays comme l'Hongrie, la Pologne, l'Italie, malheureusement, et d'autres pays. Il y a les mouvements très massifs qui sont anti-européennes, une politique contre l'Europe, bien qu'ils soient des pays de l'Union européenne. Il y a d'autres pays comme l'Albanie qui désirent de devenir membre de l'Union européenne, qui feraient tout, et c'est leur grand désir, leur seul désir. Ils attendent et ils adorent l'idée européenne. Leïla, la question dans nos histoires, dans ce qu'on discute tous les jours, est-ce qu'il faut plutôt penser à l'idée fondateur de l'Europe, une idée très paisible, et les catastrophes du XXe siècle qui étaient une conséquence positive, on fera différemment. Est-ce qu'il faut raconter cet esprit fondateur de l'Europe, cet esprit paisible? Et peut-être tu veux commenter sur Floriane Olivier. Merci. Je dirais pas paisible, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Je crois pas tellement à ça, une Europe paisible, parce que le conflit fait partie de l'histoire et fait partie de notre histoire. Mais les conflits peuvent se résoudre, et c'est ce qu'a prouvé l'Union européenne, c'est que le pire des conflits, le plus atroce, le plus horrible, a pu donner lieu à une réconciliation et à une entente assez extraordinaire, par exemple entre la France et l'Allemagne.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt si on revient, par exemple, au texte de Kant, qu'est-ce que les Lumières, à cette Europe des Lumières? Moi, je crois que cette Europe-là, elle nous dit quelque chose d'aujourd'hui. Cette Europe où un homme comme Montesquieu va penser l'Europe en se mettant dans la peau d'un persan. Cette Europe où Voltaire se met dans la peau d'un ingénu pour regarder l'Europe de loin. Je crois que ce qui définit pour moi une forme d'âme européenne, c'est précisément une sorte de dissidence à soi, à soi-même. C'est-à-dire pouvoir se regarder aussi de l'extérieur. C'est en réalité répugner à sa propre centralité. Je ne crois pas du tout à une Europe qui s'enlise dans la fierté d'elle-même, dans des fiertés nationales. Je pense que ça ça mènera toujours à l'échec. En revanche, une Europe qui produit de l'universel, qui produit du cosmopolitisme, qui est capable de s'interroger sur elle-même, sur son passé, sur ses erreurs, sur justement ces conflits qui l'ont déchirée, là, pour moi, elle se rapproche de ce qui fait d'elle, ou ce qui peut faire d'elle, une sorte de phare auquel tout le monde peut s'identifier. J'ajouterais que en fait, la rencontre qu'on a aujourd'hui, elle-même, elle a une histoire. Parce qu'un jour, Olivier m'a envoyé le livre de Florian en me disant « Leïla, je viens de lire ce livre qui est absolument génial et je pense que tu vas l'adorer ». J'ai lu ce livre que j'ai adoré et voilà, il se trouve qu'on se trouve aujourd'hui sur cette même scène. Et ce livre, je l'ai adoré. Pourquoi? Parce que il raconte l'histoire. Welches war das? 1913? C'était quel livre? 1913. Eine Collage, Et c'est vraiment un collage exquis sur l'année 1913, avec des scènes, des idées. Qu'est-ce qui se passait à l'époque dans cette année en Europe? Et on pourrait penser en apparence que quelqu'un comme moi, avec le pays d'où je viens, la culture que j'ai, n'en a un peu rien à faire de l'Europe de 1913, mais pas du tout. En fait, cette époque-là de l'Europe, mais je m'y identifie totalement, cette époque de justement la Mitteleuropa, de Stefan Zweig, cette vision du monde cosmopolite, cette idée qu'on peut construire le monde dans des cafés, qu'on se rencontre, qu'on débat ensemble, qu'on s'en fiche de savoir exactement d'où tu viens et qui tu es, mais qu'est-ce que tu veux faire, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu crées, comment tu rêves. Et c'est une toute petite parenthèse dont on peut aujourd'hui être un peu nostalgique, mais moi c'est cette Europe-là et cette Europe des Lumières qui me touche beaucoup, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on doit recommencer à apprendre l'histoire. Le malheur de notre monde, c'est qu'il y a beaucoup de passé dans notre monde, mais très peu de mémoire. Des gens comme Poutine, des gens comme Orban, des gens comme Bolsonaro, des gens même comme Trump, ils nous parlent tout le temps du passé. Ils nous disent tout le temps que c'est merveilleux le passé, qu'il faut retourner dans le passé. Mais en fait, ils n'ont pas de mémoire. Ils ont du passé, mais pour nous faire oublier. Et c'est un passé finalement qui est devenu totalement fantasmé. Et puis, pour moi, qui est quelque chose qui ne peut pas me faire rêver. Je vous dis les choses très honnêtement. Pour moi, la nostalgie, c'est un luxe d'homme blanc. À part les hommes blancs, je ne vois pas qui peut être nostalgique du passé. Quand on est une femme, quand on est une africaine, quand on est une arabe, le passé est forcément moins bien que ce à quoi on pourrait accéder demain. Donc vraiment, je crois qu'il il faut moins de passé et plus de mémoire, parce qu'il faut se méfier du passé. Le passé, ça ment tout le temps. Ça ment beaucoup plus que le futur. Le futur, on a une prise sur lui, mais le passé nous ment beaucoup. Et les gens font mentir le passé. Donc il faut se méfier de ces falsificateurs de mémoire. Eine Vergangenheit ohne Gedächtnis. Un passé sans mémoire. Starker Satz. Un passé sans mémoire, c'est une phrase forte. Florian, qu'est-ce que ça veut dire pour tes histoires? Les gens qui sont là aujourd'hui, les gens qui se réunissent aujourd'hui, ils adorent l'Europe de lumière, l'Europe cosmopolite. Mais il y en a qui ne veulent pas, qui ont peur de l'Europe de lumière cosmopolite. Il est difficile de comprendre ce qui se passe dans les têtes des gens qui n'aiment pas ce type d'Europe que nous aimons tous ici dans la salle. Et qu'est-ce qui se passe s'il y aura un jour un conflit, une nouvelle guerre? Lesquelles sont les narrations qui peuvent enthousiasmer les gens qui n'adorent pas l'Europe comme le faisons-nous? D'abord, premièrement, c'est un grand honneur, un grand plaisir que Leïla et Olivier adorent mon livre 1913. Merci beaucoup. Deuxièmement, cette idée de la mémoire. L'idée de la mémoire. Nous tous qui nous sommes ici dans l'école,
On a toujours appris les faits de l'histoire du XXe siècle en blanc et noir. On a vu les photographies en blanc et noir. On nous a appris des choses, mais un jour, on se rend compte. Est-ce que ça fait partie de notre pensée? On n'a pas d'émotion physique sur ce qui se passait dans le XXe siècle. On n'a pas d'émotion physique là-dessus. Et je pense que c'est une tâche importante. Olivier parlait du silence dans sa famille. En Allemagne, et nous sommes les experts pour le silence. Qu'est-ce qui se passait après l'année 45? Le silence, on ne voulait plus en parler. On voulait se taire sur les choses qui se sont passées auparavant parce que sinon, ce serait trop compliqué. Le grand challenge, le grand défi pour nous et pour la mémoire, c'est apprendre à nous souvenir de quelque chose. Un enfant apprend à nager, à écrire et lire, mais chaque génération doit aussi apprendre à se souvenir. Et la chose très compliquée, ça devient maintenant très complexe. Si l'on se souvient de l'histoire de l'Allemagne et de l'Ukraine, on pense, mais qui, dans l'année 17 ou 43, qui est-ce qui a bombardé Kiev? Qui est-ce qui a occupé Kiev? C'était les Allemands à l'époque. C'est pas bien, ça fait pas plaisir de s'en rappeler. C'est pas très clair, pas très précis, mais ça fait pas partie de la mémoire. Parce que là, on est jeté un peu dans ce passé qui est très complexe. On a besoin de beaucoup de courage de dire oui, on en parle. On parle des années 30 en Allemagne. Ce n'est pas seulement quelque chose dans le livre d'histoire, les stations horribles de l'ère du régime de terreur des nazis. Non, il y a des gens qui vivaient, nos grands-parents, nos parents, ils ont vécu dans ce temps-là. Ils ont essayé tous de survivre d'une manière ou d'une autre. Et ça fait partie de la mémoire pour moi. Il faut se sortir de cette idée manichéenne de blanc et noir. C'est gris, c'est un gris. Il y a toujours le moment où on ne sait pas ce qui se passe si je parle de l'histoire, de la mémoire. C'est jamais certain. Et ça, ce que fait Orban, ce que fait Poutine, ils veulent blanc et noir. Ils ne veulent pas quelque chose de différencié. C'est pourquoi ils disent les Ukrainiens, ce sont des nazis. Ils ne veulent pas d'image différenciée. Nous, les gens de culture, ça c'est le grand cadeau de la peinture, de la littérature, de la culture, de l'art. C'est pas blanc et noir. C'est un continent, c'est un univers entre blanc et noir. Il y a beaucoup de choses entre le blanc et le noir. Il faut le montrer dans la littérature. En Hongrie, par exemple, ce régime en Hongrie, et en même temps, Péter Nádas, Imre Kertész, László Földöny, nous avons les auteurs européens qui viennent de l'idée l'austro-hongrois qui parle de l'identité, tradition européenne. Et on dit que c'est bien d'avoir les deux aspects. Ce n'est pas seulement politique en Europe, mais il y a aussi des artistes comme ça, une identité culturelle dans chaque pays. Maintenant, on pourrait regarder un peu la mémoire, la culture de mémoire allemande après-guerre, la pensée en blanc et noir, cette idée, ce souvenir, cette mémoire officielle, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus cette mémoire et ça crée des choses bizarres. Il y a des gens qui essayent, par exemple, de se souvenir, bien sûr, mais ce qui manque, c'est un type de mémoire. Olivier, je t'aimerais bien te demander, tu as quelqu'un qui a ce luxe. Il y en a parmi nous, il y a cette distance. C'est un luxe d'avoir une distance avec son propre identité. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Si tu es en Allemagne, si tu regardes ce qui se passe en Allemagne en ce moment, cette mémoire, cette culture de mémoire allemande, qu'est-ce qu'on a raté de regarder? Alors moi, je l'ai beaucoup étudié, cette politique de la mémoire et toutes les évolutions entre les silences jusqu'aux années 70 et puis après la repentance, la Wiedergutmachung qui avait commencé plus tôt mais qui a vraiment pris de l'ampleur à partir des années 70, des années 80, elle est fascinante. Enfin, cette culture de la mémoire a permis à l'Allemagne de devenir une démocratie. Et on voit bien que sans culture de la mémoire, sans recherche,
eh bien l'expérience démocratique est impossible. La Russie, après la chute de l'URSS, n'a jamais fait de travail de mémoire. Ce qui permet à Poutine aujourd'hui de raconter absolument tout et n'importe quoi, de déformer l'histoire comme tous les dictateurs. Mais simplement, il y a eu des associations comme Mémorial, mais c'était extrêmement marginal et très rapidement on leur a mis des bâtons dans les roues, ce qui fait que les Russes n'ont jamais pu véritablement travailler le passé soviétique, ce qui s'était passé, les massacres, etc. La Chine, c'est exactement la même chose. Lorsque vous êtes à Pékin ou en Chine, vous tapez Tiananmen 89, ça n'existe pas sur Internet. On ne peut pas parler de la révolution culturelle, elle aussi a disparu. Donc l'Allemagne a fait ce travail extrêmement intéressant, extrêmement courageux. En tout cas au niveau étatique, je sais que dans les familles, ça n'a pas toujours été simple. Il était plus aisé de parler de l'État, de responsabilités assez abstraites, et évidemment beaucoup moins de la responsabilité du père et du grand-père. Ça c'est une chose, ça c'est jusqu'aux années 2000-2010. Aujourd'hui, et pour beaucoup tourner en Allemagne, puisque ces derniers mois, j'ai présenté cette anthologie de littérature européenne qui s'appelle Le Grand Tour, justement sur l'absence de culture européenne, ce dont on parlait, c'est-à-dire que cette culture existe, cette culture cosmopolite existe, mais il n'y a aucun lieu, il n'y a pas moyen quelque part de la diffuser. Donc ça, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, je vois aussi cette culture de la mémoire allemande comme un obstacle, d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on évoque les liens de l'Allemagne avec l'Ukraine, les liens de l'Allemagne avec la Russie, si on regarde le XXe siècle, c'est catastrophique, c'est affreux. Donc on peut avoir tendance naturellement à se dire « non, moi je ne me mêle pas de ça, on a fait trop de mal, on a fait de trop grosses catastrophes ». Mais aujourd'hui, on attend, peut-être que c'est un Français qui parle à ce niveau-là, mais on attend aussi que cette mémoire, cette culture de la mémoire permette une montée en puissance de l'Europe. C'est-à-dire qu'on l'attend. C'est-à-dire que la guerre et les souvenirs de la guerre et cette culture de la mémoire ne doivent pas empêcher, à mon avis, l'Allemagne de se projeter dans le XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas pour l'Allemagne de refaire quelque part la même erreur qu'au XXe siècle. C'est-à-dire que le XXe siècle tendait les bras à l'Allemagne au début. Elle avait tout, l'industrie, la puissance économique, une culture incroyable. Elle avait tout, l'espace. La première partie du XXe siècle a été catastrophique et l'Allemagne a détruit l'Europe à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'Allemagne, à cause des souvenirs de cette période terrible, ne peut pas non plus remettre en danger quelque part l'Europe. On attend quelque chose de l'Allemagne vis-à-vis, et aussi se basant sur cette mémoire de la culture, vis-à-vis des dangers qui guettent l'Europe. Donc c'est très compliqué à manipuler cette culture de la mémoire. Elle a été remarquable, mais aujourd'hui, à mon avis, elle n'est pas facilement manœuvrable. En effet, c'est une culture de mémoire massive qui fait face à une transformation énorme. Et Leila, vers la fin, une société post-coloniale. Il faut parler bien sûr de l'héritage colonial en ce moment, du passé colonial. Ça se passe très tard, mais pas pour pas. En France, on en parle, mais aussi en Allemagne. Où est-ce que nous sommes en ce moment? Qu'est-ce que tu penses? À quel point est-ce qu'on est constructif dans ce débat, dans cette discussion? Lesquels sont les développements? Qu'est-ce qui te fait souci? Ou est-ce que tu vois un potentiel, Leila? Moi, ce qui m'intéresse en réalité, c'est moins la conversation que les anciens pays coloniaux ont avec eux-mêmes, c'est-à-dire comment la France gère son passé colonial, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, que comment les anciens pays colonisés gèrent ce passé. Parce que souvent, on pense que la colonisation est un tabou dans les pays colonisés, mais on oublie qu'elle est aussi beaucoup un tabou chez nous. Au Maroc, on ne parle pas de la colonisation. En Algérie, les gens n'ont pas envie d'en parler, à part pour raconter des choses qui sont des sortes de mythes, qui ont été ensuite reconstruits par le pouvoir, simplement pour mettre en valeur les héros de la guerre de la guerre d'indépendance. C'est un sujet extrêmement tabou. Et il faut aussi prendre conscience du fait qu'après les colonisations, dans la plupart des pays, la colonisation n'a pas donné lieu à des démocraties. Mais la plupart des pays, notamment en Afrique, sont devenus des dictatures qui ont gardé des relations assez fortes en général avec l'ancienne puissance coloniale. Ce que je montre, par exemple, dans mon livre, dans Regardez-nous danser, c'est qu'à l'époque, à la fin des années 60 au Maroc, tout le monde parle de ce qu'on va appeler le néocolonialisme. C'est-à-dire que la bourgeoisie marocaine elle-même
va reprendre exactement les mêmes codes que les codes des colons français. Ils sont à la tête de très grandes exploitations, ils parlent français, ils font faire leurs études à leurs enfants à l'étranger, ils exploitent en grande partie le peuple. Ils vont reprendre exactement les mêmes codes et installer une forme de néolibéralisme dans leur pays en lien avec les anciennes puissances. Ensuite, il y a, par exemple, pour le cas du Maroc, le règne du roi Hassan II, qui est un règne extrêmement répressif, dictatorial. Mais tout ça est lié. Ce règne n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu, juste avant, la colonisation. Donc moi, ce que j'attends, c'est pas... J'attends pas des excuses de la France, ou je ne pense pas qu'aucun peuple issu de pays colonisés attende ça, la repentance, mais que ça ouvre en réalité aussi une discussion à l'intérieur même des pays qui ont été colonisés. Parce que ces pays-là ne parviendront jamais, et en ça je suis tout à fait d'accord avec Olivier, à devenir des démocraties s'ils n'assument pas leur passé. Moi, en écrivant ce livre, j'ai découvert aussi beaucoup de choses qui ne me font pas plaisir, sur ma famille, sur mon histoire, sur le Maroc, mais il faut les raconter aussi, ces choses qui ne nous font pas plaisir, qui ne sont pas qui donnent pas une bonne image. Je racontais hier que je me suis fait alpaguer par quelqu'un qui était marocain, qui après avoir lu mon livre était très en colère en me disant mais votre livre donne une très mauvaise image du Maroc. Et je lui ai répondu que je ne travaillais pas pour l'Office du tourisme marocain et que moi je n'en ai rien à faire en fait de la mauvaise image du Maroc ou de la mauvaise image de quoi que ce soit. Mais c'est très difficile de tendre un miroir. Et à travers l'histoire de cette famille qui est divisée entre les deux, qui s'arrange un peu avec les circonstances, on peut justement peut-être trouver ce gris dont Florian parlait, ce gris qui est au cœur de tout travail artistique. Évidemment, la colonisation, si c'est juste pour écrire des romans, pour dire les colons étaient méchants et les colonisés étaient gentils, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, parler de la colonisation, il faut en parler de manière ambiguë, parce que c'était une époque ambiguë, où il y a des gens des deux côtés qui ont tiré parti, et il y a des gens qui ont souffert des deux côtés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de l'entendre, mais à mon sens, c'est la vérité. Donc sur la colonisation aussi, il faut commencer à avoir un discours un peu plus adulte et un peu moins manichéen. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous pour réfléchir sur l'identité, la mémoire et les choses qu'on a oubliées. C'est un plaidoyer pour beaucoup de gris avec des gens étincelants. Leila Slimani. Merci et cher Florian Illies, merci beaucoup. Merci à vous pour venir, pour rester avec nous, pour être intéressés. C'est une journée pleine de gens ici au Salon de Livre, mais nous le savons. Au revoir.